Et l'invité exceptionnel ce soir de iTélé, c'est le président ukrainien Petro Poroshenko. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre en exclusivité à nos questions et celles d'Olivier Ravanello, chef du service étranger de iTélé. Et cela à l'occasion de votre visite à Paris. L'actualité en France, c'est la menace terroriste qui est toujours très forte. Un projet d'attentat a été joué dimanche par les forces de l'ordre. Vous étiez présent à Paris le 11 janvier dernier pour marcher contre le terrorisme aux côtés des autres chefs d'État. Cette lutte est bien une lutte mondiale, Monsieur le Président. Terrorisme aujourd'hui n'a pas de frontières. Et je suis persuadé que si nous mettons pas en commun tous nos efforts, nous ne serons pas à l'abri. Et la recette de cette lutte, c'est l'unité et la solidarité. Et j'étais impressionné quand on a marché dans les rues de Paris, c'était des milliers, peut-être même 1 million des Parisiens. Et j'ai vu ces inscriptions, je suis Charlie et I'm not afraid, je n'ai pas peur. C'est la même recette qu'on applique aujourd'hui en Ukraine. On le dit fort, on n'a pas peur et on doit être unis et on sera vainqueur. Alors, Monsieur Poroshenko, cela fait 1 an que vous avez été élu président ukrainien. Aujourd'hui, diriez-vous que vous êtes à la tête d'un État en guerre? C'est évident, c'est évident. Et aujourd'hui, sur le front en Ukraine, meurent des gens. Nous avons déjà perdu plus de 6 000 militaires et civils. C'est des morts qui paralyseraient n'importe quel pays. Mais cette tragédie aujourd'hui, elle a consolidé l'Ukraine, elle a unifié ce pays qui est prêt à se défendre comme jamais dans l'histoire. Ce pays est fier de l'être et de se défendre. Je suis fier de mon pays. Feu qui a été signé à Minsk, est-ce qu'il est respecté sur le terrain? Est-ce que les combats ont cessé? Est-ce qu'il n'y a plus d'incursion russe? Est-ce que la Russie respecte les accords de Minsk? Ce n'est pas le cas, mais entièrement, mais je ne peux pas sous-estimer l'importance des accords de Minsk, car c'est la pierre angulaire qui a été posée et j'avais l'impression que la Russie, quand elle est venue à Minsk, elle n'était pas prête à signer ces accords, elle voulait reculer la date, elle voulait reporter des échéances, mais grâce à ces 18 heures de travail, nous avons abouti à cet accord. Est-ce que le feu est respecté? Non, le sang coule. Il y a 3 heures encore, un militaire ukrainien a été atteint dans l'épaule. Avant-hier, nous avons perdu 5 militaires. Hier, heureusement, personne. Mais aujourd'hui, les armes lourdes ont été retirées. Il s'agit maintenant des armes de petit calibre. Et il faut réunir encore plus des efforts pour que la Russie cesse leur soutien aux combattants séparatistes et pour que l'accord soit mis en œuvre. Pour que cet accord soit respecté, pour l'instant, ce sont des observateurs civils qui regardent et qui notent ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'il faudrait plus? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, des militaires qui séparent les deux camps? Je pense qu'il faut utiliser tout l'éventail des possibilités et des moyens. Il faut évidemment renforcer le rôle de l'OSCE et augmenter le nombre des inspecteurs et des vérificateurs qui doivent se trouver 24 heures sur 24 tout le long de lignes d'affrontement et avoir accès à toutes les zones non contrôlées le long de la frontière avec la Russie. Il faut les équiper avec les moyens les plus sophistiqués et il faut mettre en place des drones, des mini-drones qui surveilleraient la zone en permanence, des stations de location, des radars pour constater des violations. Les autres moyens. Mais ce qui est encore plus important, c'est évidemment de réfléchir à un mécanisme
d'interposition, la force de la paix qui pourrait vraiment efficacement séparer les parties belligérantes et empêcher ces tirs venant des côtés des combattants séparatistes pour efficacement respecter et pour que les armes qui étaient confinées dans des endroits restent à ces endroits sous le contrôle des inspecteurs. Et c'est seulement là la question de la paix stable. Alors justement, vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a donné des garanties au sujet de cette force d'interposition? Qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement, M. Poroshenko? J'ai demandé des mesures, les mêmes pour arrêter le terrorisme, l'unité et la solidarité. Je demandais au Monsieur le Président d'être uni avec la France parce que ce qui nous unit aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est les valeurs européennes, les valeurs que l'on défend. Et si on défend les valeurs et les principes fondateurs, les principes d'égalité, de fraternité et de liberté, il faut le faire ensemble aujourd'hui. Et cette solidarité et l'unité avec le pays, l'Ukraine, qui est aujourd'hui victime d'agression, est très très importante. Et cette solidarité aujourd'hui doit réunifier toute l'Europe pour assurer la paix et la sécurité pour l'Europe et arrêter l'agresseur. Et je suis heureux, très heureux, que j'ai trouvé pleinement la compréhension avec le président français aujourd'hui. On a vu effectivement des gestes forts du président Hollande qui vous tenait la main, mais au-delà des valeurs et des grandes intentions, concrètement, est-ce que vous avez demandé la livraison d'armes? Vous avez demandé un appui militaire de la France ou pas, Monsieur Poroshenko? La coopération entre l'Ukraine et la France comporte plusieurs volets, y compris le volet de coopération en matière d'armement et d'assistance. L'Ukraine, c'est une puissance militaire qui peut elle-même produire des armes, toute la panoplie des armes. Ce qu'il nous faut, c'est évidemment renforcer nos capacités défensives. Il ne s'agit pas d'armes létales. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème dans cette coopération. Nous avons de très très bonnes relations avec les grands groupes français qui nous dans les projets également des technologies défensives. Et ce qui compte encore beaucoup plus pour nous dans la réforme du pays, c'est la participation de la France en tant que conseiller lorsqu'on va réformer l'État, lorsque va privatiser, ouvrir le capital public, la privatisation, lorsqu'on va collaborer dans le domaine des grandes infrastructures de transport, en matière d'agriculture, en matière d'énergie. Et aujourd'hui, nous avons trouvé le terrain d'entente sur toutes ces questions. Vous nous dites que la Russie ne respecte pas le cessez-le-feu, les accords de Minsk, l'esprit de ces accords de Minsk. Est-ce que vous réclamez de nouvelles sanctions contre la Russie ? Est-ce que celles qui sont déjà en place fonctionnent? On a plutôt l'impression que ça soude la population russe autour de son président. La décision du Conseil européen a été transparente et claire. Elle a posé la conditionnalité et si les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre pleinement, on ne pourra pas abolir le régime des sanctions. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut rétablir entièrement pour l'Ukraine le contrôle de son territoire et surtout de la frontière. Et ce qu'il faut aussi, c'est que tous les troupes étrangères soient retirées du sol ukrainien. C'est aussi la question des otages ukrainiens qui doivent être libérés immédiatement, qui sont détenus dans des conditions inhumaines. Et aussi, le quatrième sujet, c'est la situation de catastrophe humanitaire pour la population qui se trouve dans ces territoires occupés. Il faut aussi rétablir le système bancaire pour les transferts sociaux pour ces régions occupées.
et tout cela dans l'esprit de consolider la souveraineté de l'État ukrainien et de l'économie ukrainienne. Mais tant que les premiers chapitres de ces accords, comme les otages et comme la question de retrait des troupes étrangères n'est pas respectée, il est trop tôt pour parler de suppression des sanctions. Et je pense que la question sera abordée en mois de juin et l'Union européenne, l'unité de l'Union européenne ne sera pas remise en cause. Alors justement, le 27 avril, il y a un sommet Europe-Ukraine à Kiev. Est-ce que vous voulez toujours entrer dans l'Union européenne? Est-ce que vous maintenez votre demande d'adhésion officielle pour 2020, M. Poroshenko? L'intégration européenne reste une priorité pour l'Ukraine parce que l'Ukraine, c'est une nation européenne et je pense que nous avons passé un test peut-être le plus lourd de notre européanité et nous avons payé un prix très très lourd. Olivier a été témoin de ces événements, de la révolution de dignité, le Maïdan. Les gens se sont mobilisés, les citoyens, non pas avec des revendications sociales ou pour les gens, le vecteur de cet accord d'association, c'était la confirmation des valeurs et des standards de société selon lesquels ils veulent vivre. Le chapitre de Rome, le traité de Rome qui a ressoudé l'Union européenne donne cette possibilité à n'importe quelle nation de poser sa candidature. Après, il faut évidemment respecter tous les critères et respecter aux standards. Et il faut réformer le pays. C'est ce que je fais. Et il faut aussi que les Européens soient d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce qu'ils vous le disent, les Européens, qu'ils vont accueillir l'Ukraine à bras ouverts? Je suis sûre que ce sera comme ça. Et peut-être nous avons traversé l'année charnière, la plus douloureuse. Et pendant même ce moment de difficulté, nous avons été toujours soutenus, toujours épaulés. Ça nous donne un optimisme modéré. L'Ukraine en Europe? Il vous l'a dit? Je pense que François Hollande et la plupart des Français seraient pour. Nous soutenons, nous sentons ce soutien. La question ne se pose pas aujourd'hui et on n'a pas besoin de garantie. Nous sommes pleinement conscients qu'il faut se réformer de l'intérieur, être conforme aux standards et se rapprocher. Je suis sûre aussi que quand la Pologne et la République tchèque ont commencé ce processus, la perspective était très très lointaine, mais il y avait cette foi et les convictions et la force de la conviction et après ils ont cheminé sur son chemin et l'Europe ne peut pas être entière sans l'Ukraine. L'autre point crucial, M. Poroshenko, c'est votre demande d'adhésion à l'OTAN. Vous savez que ça fait bondir les Russes. Est-ce que oui ou non, vous voulez toujours intégrer l'OTAN? Je pense que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera tranchée par le peuple ukrainien, par la nation ukrainienne, car il s'agit d'une question souveraine pour la nation, de sa protection, de sa sécurité. Je pense que j'organiserai un référendum dans mon pays et mon peuple se prononcera comment il voit la sécurité de son pays. Et il faut aussi remplir certaines conditions. Nous avons beaucoup travaillé pour renforcer nos forces armées et pour moderniser nos forces armées. Aujourd'hui, nous avons acquis cette expérience nécessaire pour nous défendre et peut-être ce ne sera pas dans le format de l'OTAN, peut-être l'Europe dans quelques années aura aussi sa propre l'Europe de la défense, un système commun de réaction en cas des problèmes. Mais en tout cas, il faut constater aujourd'hui que tous
le système, tout le monde de l'après-guerre, tous les systèmes des traités de sécurité ne marchent plus. La guerre qui ravage l'est de l'Ukraine, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un défi de sécurité pour l'Ukraine, c'est un défi de sécurité pour l'Europe, pour tout le continent européen. C'est la lutte pour la liberté et pour les valeurs fondamentales. Et quand on aura pris conscience de cela, à Varsovie ou à d'autres capitales est-européennes ou européennes, cette conscience sera prise. Est-ce que dans votre esprit, la Russie pour l'Ukraine, c'est le passé ? Non, on ne choisit pas ses voisins. Peut-être on aimerait bien avoir un voisin comme la France, mais nous avons la Russie comme voisin et il faut avoir le bon voisinage et vivre en paix. Et on sera toujours avec ce peuple et il faut juste rétablir la paix. Mais on ne peut pas accepter des faits d'agression qui ont été commises. L'annexion de la Crimée, ce qui s'est passé en Crimée, on peut dire que c'était un Anschluss, une annexion. On a pris militairement, par la voie militaire, une partie du territoire. Et c'est un défi de sécurité pour l'ensemble du continent européen. Je rebondis sur l'Anschluss, le mot que vous venez de prononcer. Vous provoquez aussi Vladimir Poutine. Vous l'avez comparé à Hitler, vous avez comparé la Russie à l'Allemagne nazie. Est-ce que c'est provocation contre provocation aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes? Je n'ai pas provoqué Poutine. Je suis un homme politique suffisamment responsable et tous les engagements qui étaient pris dans le cadre de format Normandie, j'ai fait et nous avons fait tout ce qui était dans nos possibilités pour rétablir sa paix. J'ai dès le début déclaré qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. C'est pour ça que nous avons passé avec tous mes collègues de format Normandie, avec le président français et la chancelière Merkel, pour aboutir à ces accords Minsk II et nous allons faire tout pour les mettre en œuvre. Est-ce que vous avez fait votre deuil de la Crimée? Est-ce que pour vous la Crimée est russe et restera russe? Non, la Crimée sera toujours ukrainienne. Il faudrait que vous compreniez que la Crimée, c'est une partie inaliénable de l'Ukraine, à la fois sur le plan économique et politique. Sans l'Ukraine, la Crimée ne peut pas réussir. Et tout dépendra après du modèle qu'on va construire en Ukraine pour effectuer l'attraction pour la Crimée. Par exemple, quand les gens en Crimée, quand ils voient ce qui se passe dans le Donbass et comment les conditions de leur propre vie se sont détériorées après cette annexion, ils vont très très vite comprendre que tout leur avenir, c'est dans l'Ukraine. Justement, est-ce que vous avez été surpris par les propos de l'ancien président français Nicolas Sarkozy sur l'annexion de la Crimée? Il a dit « Les habitants de Crimée choisissent la Russie, on ne peut pas le leur reprocher ». Comment est-ce que vous qualifiez les propos de l'ancien président ? J'espère que peut-être Nicolas Sarkozy n'est pas été suffisamment informé de la situation réelle en Crimée pour faire ce genre de dénonciation. Je le connais très bien, il est venu en Ukraine pendant les événements du Maïdan de 2004, de la révolution orange. Je pense que nous avons beaucoup de souvenirs ensemble et beaucoup de choses qui peuvent nous rendre objectifs. Je pense que par rapport à la Russie, pour gérer la Russie, il ne faut pas ménager la Russie, il ne faut pas avoir peur de la Russie. Il faut tout simplement prendre des décisions responsables. Une dernière question, Olivier. Est-ce que vous pensez un jour que vous serez à nouveau président d'une Ukraine complètement unifiée et où il n'y aura pas une partie à l'Est qui continuera quand même de regarder vers la Russie? Vous y croyez encore? Vous pensez récupérer l'intégralité de votre territoire?
Je crois, sincèrement. Et je fais tout mon possible pour aboutir à cela. Parfois, je travaille 20 heures sur 24. Parfois, je ne dors pendant 3 jours. Je me prive de sommeil. C'est un sort très difficile que d'être aujourd'hui le président de l'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est une nation qui a mérité sa liberté, c'est l'indépendance. Et elle pourra se défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Je crois en notre victoire parce que ce sera la victoire de la vérité. Et Dieu nous aidera. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien exclusif à iTélé. Entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet itélé.fr.